Pendant le dîner, l'ex de mon mari l'a regardé et a dit « Je peux te donner un bébé si tu veux, parce que ta femme en est incapable. » Il s'est tourné vers moi, s'attendant au silence. Au lieu de cela, j'ai souri et murmuré « Suis ton cœur. » Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate. Mais ce qui est arrivé ensuite, personne ne l'avait vu venir. Les mots sont sortis de la bouche de Brooklyn si nonchalamment, comme si elle proposait de nous prêter sa voiture au lieu de proposer de détruire mon mariage. Je peux te donner un bébé si tu veux, parce que ta femme en est incapable. Elle l'a dit en regardant Miles avec une sympathie théâtrale, sa main se tendant sur ma table pour toucher son bras. J'avais cuisiné pendant 3 heures. J'avais sorti notre porcelaine de mariage. J'avais ouvert le vin cher et je m'étais dit que je faisais preuve de maturité en invitant l'ex-petite amie de mon mari, prouvant que nous étions assez sûrs de nous pour accueillir son passé sans menace. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être ici pour être témoin d'histoires de force et d'autopréservation. Si vous croyez que les femmes méritent la dignité et le respect dans leur propre foyer, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. J'avais tort. Il ne s'agissait pas de sécurité. C'était une embuscade soigneusement planifiée et parfaitement exécutée, et j'en avais fourni le lieu. Miles ne m'a pas défendu. C'est le détail qui a tout changé. Il ne l'a pas immédiatement rembarrée ou ne lui a pas dit à quel point elle était inappropriée. Au lieu de cela, il s'est tourné pour me regarder avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, quelque chose entre la curiosité et l'attente, attendant de voir comment je réagirais à cette humiliation dans ma propre maison. Dans ce moment figé, toutes les excuses que j'avais trouvées pour son comportement au cours des 6 derniers mois se sont effondrées, les nuits tardives au travail, les appels téléphoniques secrets, la façon dont il était devenu animé et engagé chaque fois que le nom de Brooklyn était mentionné dans la conversation. Ce n'était pas une amitié innocente. C'était une trahison qui se préparait depuis des mois. Et j'avais été trop confiante ou trop effrayée pour le reconnaître jusqu'à ce que Brooklyn me force à le voir. J'ai souri à mon mari et j'ai dit 3 mots qui mettraient fin à notre mariage. Suis ton cœur. Il pensait que je lui donnais la permission. Ce que je lui donnais en réalité, c'était assez de cordes pour se pendre et une place aux premières loges pour me voir prendre tout ce qu'il pensait être à lui. Mais pour comprendre comment je me suis retrouvé à cette table, organisant ma propre humiliation avec du vin et de la belle porcelaine, je dois remonter 6 mois en arrière, à l'époque où je croyais encore que Miles et moi avions construit quelque chose qui pouvait survivre à tout. À l'époque où j'étais encore assez naïf pour penser que 14 ans de mariage signifiait plus qu'une simple histoire partagée et des comptes bancaires communs. Notre vie semblait parfaite sous tous les angles qui comptaient pour les autres. Nous possédions une maison victorienne à Portland que nous avions rénovée nous-mêmes, passant les week-ends à décoller du papier peint et à nous disputer de bonne humeur sur les couleurs de peinture. Miles travaillait dans la finance d'entreprise, grimpant régulièrement vers le statut d'associé. Je gérais les relations clients pour une agence de marketing, un travail bien rémunéré qui me donnait une réelle satisfaction. Nous avions des routines qui fonctionnaient sans heurts. Il allait à la salle de sport avant le travail. Je faisais de longues promenades le dimanche matin. Nous cuisinions à tour de rôle et regardions des documentaires ensemble le soir. Nos amis nous disaient régulièrement à quel point nous semblions solides, à quel point il était rare de trouver un couple qui avait surmonté les années difficiles pour en sortir plus fort. Ce que ces amis ne voyaient pas, c'était à quel point cette solidité n'était en réalité que du silence. Combien de conversations nous avions cessé d'avoir parce qu'il était plus facile de discuter de logistique que de sentiments. Comment notre intimité physique était devenue programmée et obligatoire plutôt que spontanée et désirée. Comment nous avions appris à exister dans le même espace sans vraiment nous connecter. 2 personnes jouant le rôle d'un couple marié sans se demander si le mariage lui-même avait encore une substance sous la performance. Les fissures avaient commencé 3 ans après notre mariage, lorsque l'on m'a diagnostiqué une endométriose sévère. Je me souviens d'être assise dans le bureau du médecin, tenant la main de Miles, pendant qu'elle expliquait nos options limitées avec une sympathie clinique. Les traitements étaient agressifs et n'offraient aucune garantie. Miles m'a serré les doigts et a dit que nous trouverions une solution ensemble. Que les enfants n'étaient pas le seul chemin vers une vie pleine de sens. Je l'ai cru parce que j'avais désespérément besoin de le croire. Nous avons essayé des traitements de fertilité pendant 18 mois brutaux. Des procédures qui m'ont laissé hormonale et épuisée, qui ont transformé mon corps en une expérience scientifique qui ne cessait d'échouer. Après la 4e tentative infructueuse, nous nous sommes assis sur le parking de la clinique et avons convenu d'arrêter d'essayer.
Miles a dit qu'il préférait m'avoir en bonne santé et présente plutôt que de continuer à poursuivre quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Il l'a dit avec une telle conviction que je me suis senti reconnaissante plutôt que coupable, soulagée plutôt qu'inadéquate. Nous sommes rentrés à la maison ce jour-là, avons ouvert une bouteille de vin et avons parlé de toutes les choses que nous pourrions faire sans enfants, voyager, progresser dans nos carrières, avoir la liberté de prendre des décisions spontanées sans tenir compte des horaires scolaires ou de la garde d'enfants. Pendant un certain temps, cela a fonctionné. Nous avons redirigé notre énergie vers la rénovation de notre maison, vers des week-ends à Seattle et Vancouver, vers l'organisation de dîners où nous servions des repas élaborés et racontions des histoires qui faisaient rire les gens. Nous sommes devenus le couple qui prouvait qu'on n'avait pas besoin d'enfants pour avoir un mariage épanouissant. Mais sous cette adaptation de surface, quelque chose de fondamental avait changé. La perte que nous avions vécue ensemble nous avait en quelque sorte éloignés au lieu de nous rapprocher. Miles est devenu plus silencieux, plus distant, passant de plus longues heures au travail et moins de temps engagé dans des conversations qui allaient au-delà de la planification superficielle. Je me suis jeté dans ma carrière et mes amitiés, remplissant les espaces où l'intimité existait autrefois avec de l'activité et des accomplissements. Je me disais que c'était normal. C'était ce à quoi ressemblait un mariage à long terme après que la passion initiale se soit estompée pour devenir quelque chose de plus mature et stable. Nous nous soucions encore l'un de l'autre. Nous fonctionnions toujours comme des partenaires efficaces. L'amour avait simplement évolué vers quelque chose de plus calme et moins intense. Je me suis convaincu que la stabilité n'était pas seulement suffisante, mais en fait préférable à l'intensité épuisante des premières années d'une relation. Puis Brooklyn Veil est revenu dans la vie de Miles et a brisé tous les mensonges confortables que je m'étais racontés. Il l'a mentionné nonchalamment un soir de mars, 6 mois avant le dîner qui mettrait fin à tout. Il a dit qu'il avait rencontré une vieille amie lors d'un vernissage, quelqu'un avec qui il était sorti à l'université avant que nous nous rencontrions. Brooklyn était revenu à Portland après des années de travail à l'étranger et conseillait diverses entreprises de la ville. Ils avaient pris un café pour rattraper le temps perdu. Il l'a dit si nonchalamment, avec une innocence si apparente que j'ai à peine ressenti d'inquiétude. J'ai demandé si je la connaissais de l'université et Miles a dit que probablement pas, qu'ils avaient rompu avant que lui et moi nous soyons rencontrés par un ami commun en dernière année. Il l'a décrite comme passionnée mais instable, quelqu'un qui prenait des décisions dramatiques et s'attendait à ce que tout le monde s'adapte à son chaos. J'aurais dû prêter plus d'attention à la quantité de détails qu'il a fournis sans que je le lui demande. Au cours des semaines suivantes, le nom de Brooklyn a commencé à apparaître dans nos conversations avec une fréquence croissante. Elle avait recommandé un nouveau restaurant en ville que nous devrions essayer. Elle conseillait sur un projet dans l'entreprise de Miles et avait des perspectives intéressantes sur la dynamique du lieu de travail. Elle se souvenait d'histoires drôles de leurs années universitaires qui le faisaient rire d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. Chaque mention individuelle semblait insignifiante, mais collectivement, elle formait un schéma que je m'efforçais de ne pas voir. Miles a commencé à vérifier son téléphone plus souvent pendant le dîner, souriant à des messages qu'il ne partageait pas. Il a commencé à suggérer que nous sautions notre routine habituelle du week-end pour qu'il puisse rattraper son retard au travail. Cependant, j'ai remarqué que son ordinateur portable semblait rarement ouvert lorsque je le vérifiais. Il a acheté de nouveaux vêtements, a commencé à aller plus souvent à la salle de sport, a prêté plus d'attention à son apparence d'une manière qu'il n'avait pas faite depuis des années. Il devenait animé en parlant de ses journées, mais cette animation s'estompait lorsqu'il était réellement à la maison avec moi, comme s'il gardait son énergie et son engagement pour quelqu'un d'autre. J'ai tout remarqué. J'ai remarqué et j'ai trouvé des excuses, car reconnaître ce que je voyais aurait nécessité de poser des questions dont j'avais terriblement peur d'entendre les réponses. Je me suis dit qu'il traversait simplement une sorte de renouveau personnel, qu'il était sain pour lui d'avoir des amitiés en dehors de notre mariage. J'ai refoulé le malaise parce que j'avais passé tant d'années à construire le récit de notre relation solide et mature qu'admettre que quelque chose n'allait pas, c'était comme admettre un échec. Puis Miles a suggéré que nous invitions Brooklyn à dîner, et je me suis retrouvé à court d'excuses pour éviter d'affronter la réalité. Il a présenté cela comme un signe de confiance et de maturité, la preuve que nous étions assez sûrs de notre relation pour accueillir son passé sans nous sentir menacés. Il a dit que Brooklyn avait mentionné vouloir me rencontrer, qu'elle se sentait mal à l'aise de renouer avec lui sans apprendre à connaître sa femme. Cela semblait raisonnable. Cela ressemblait à quelque chose qu'un couple sain et bien équilibré ferait sans hésitation. Alors, j'ai accepté, même si quelque chose au fond de mon estomac se tordait d'un avertissement que je refusais de reconnaître. J'ai passé 2 jours à préparer ce dîner.
J'ai choisi un vin d'un vignoble que nous avions visité pour notre anniversaire. J'ai cuisiné des plats que j'avais perfectionnés au fil des ans, des recettes que je savais impressionneraient quiconque ayant des papilles gustatives fonctionnelles. J'ai mis la table avec notre porcelaine de mariage, le service coûteux que ma mère nous avait offert et que nous n'utilisions que pour les occasions vraiment spéciales. Je me suis dit que je me montrais accueillante et gracieuse, que ce dîner était mon occasion d'établir ma place dans la vie de Miles, de montrer à Brooklyn que j'étais la femme qui avait construit un partenariat réel et durable avec lui pendant qu'elle courait après des fantasmes romantiques dans des pays étrangers. J'ai choisi ma tenue avec soin ce soir de septembre, voulant projeter confiance et aisance, voulant paraître complètement imperturbable par la présence de l'ex-petite amie de mon mari dans notre maison. Alors que j'arrangeais des fleurs fraîches dans un vase et vérifiais le rôti une dernière fois, je croyais réellement faire preuve de maturité émotionnelle et de force. Je pensais que je m'élevais au-dessus de la jalousie mesquine et de l'insécurité. Je n'avais aucune idée que je préparais la scène pour ma propre humiliation publique, arrangeant les fleurs et allumant les bougies pour une performance où je jouerais le rôle de l'idiote. Brooklyn est arrivée exactement à l'heure. J'ai entendu sa voix avant de la voir. Chaleureuse et familière avec Miles d'une manière qui me disait qu'ils avaient parlé assez régulièrement pour développer de nouveaux rythmes de conversation, de nouvelles références internes dont je ne faisais pas partie. Miles a ouvert la porte et elle est entrée, vêtue d'une robe en soie qui semblait peinte sur son corps, portant un vin cher et une confiance qui semblait s'étendre et remplir toute notre maison dès qu'elle a franchi le seuil. Miles l'a prise dans ses bras et l'étreinte a duré plusieurs secondes de trop. Ses mains se posant sur le creux de ses reins avec une intimité désinvolte qui m'a serré la gorge, même si je me disais que je surréagissais. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui semblait étudié plutôt que sincère. Tu dois être Leia. J'ai tellement entendu parler de toi. Je lui ai serré la main, notant que sa poignée était ferme et son contact visuel juste un peu trop intense, et je l'ai accueilli dans ma maison avec une chaleur que je ne ressentais absolument pas. Et puis la performance a commencé. La longue et lente marche vers le moment où Brooklyn cesserait de faire semblant, et Miles révélerait exactement qui il était devenu quand je ne prêtais pas assez attention. Le premier plat s'est déroulé exactement comme je le craignais. Brooklyn dominait toutes les conversations. Son rire trop fort, ses contacts sur le bras de Miles trop fréquents, ses références à leur passé commun trop intime. Je souriais, hochais la tête et remplissais les verres de vin tout en regardant mon mari se transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Il était animé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années, terminant ses phrases, riant à des blagues internes dont je ne faisais pas partie. Tout son corps était tourné vers elle, comme si j'avais cessé d'exister à ma propre table. Au moment où j'ai débarrassé les assiettes de salade et apporté le plat principal, j'avais déjà commencé à comprendre que ce dîner n'était pas ce que Miles l'avait présenté. Ce n'était pas une réunion décontractée entre vieux amis. C'était tout autre chose, quelque chose qui s'était construit pendant que je restais volontairement aveugle à tous les signes avant-coureurs. Nous venions de finir le plat principal lorsque Brooklyn a posé sa fourchette avec une précision délibérée. Le geste semblait chorégraphié, comme si elle avait attendu le moment exact pour dire ce qu'elle était venue dire. La température dans la pièce a changé. Je l'ai senti avant même qu'elle n'ouvre la bouche. La façon dont l'air change avant qu'un orage n'éclate. Elle a regardé Miles avec une sympathie théâtrale, la tête légèrement inclinée sur le côté dans un geste qui se voulait probablement compatissant, mais qui semblait plutôt calculé et cruel. Elle a dit qu'elle avait pensé à quelque chose que Miles lui avait mentionné en privé, quelque chose concernant son désir d'enfant. Mes mains se sont figées sur mon verre de vin. Le monde semblait se réduire à cette seule phrase. Ces mots spécifiques qui me disaient que mon mari avait discuté de notre douleur la plus intime avec son ex-petite amie, partageant des sentiments qu'il avait cessé de partager avec moi depuis des années. Nous n'avions pas parlé d'enfants de manière significative depuis que nous avions arrêté les traitements. Après la dernière tentative ratée, nous nous étions assis sur ce parking de clinique et avions convenu d'aller de l'avant, d'accepter notre réalité et de construire un autre type de vie ensemble. Miles avait dit qu'il était en paix avec ça, qu'il préférait m'avoir en bonne santé plutôt que de continuer à poursuivre quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Je l'avais cru. J'avais confiance que nous faisions notre deuil ensemble, puis que nous guérissions ensemble, que notre décision d'arrêter d'essayer était mutuelle et définitive. Mais apparemment, Miles avait eu des conversations très différentes avec Brooklyn. Des conversations sur des désirs qu'il était censé ne plus avoir. Des conversations sur un avenir qui, apparemment, ne m'incluait pas, sauf en tant qu'obstacle à contourner. La voix de Brooklyn a baissé à un registre intime qui m'excluait. Même si elle parlait directement de moi, le changement était subtil mais indubitable,
comme si elle partageait un secret avec Miles qui se trouvait juste concerner sa femme. Elle lui a dit qu'elle avait réfléchi à sa situation, à ce qui lui manquait, à ce qu'elle pourrait lui offrir que je ne pouvais pas. Puis elle a prononcé les mots qui mettraient fin à mon mariage. Elle a dit à Miles qu'elle pouvait lui donner un bébé s'il le voulait, parce que je n'en étais pas capable. Elle l'a dit avec une désinvolture étudiée, comme si elle proposait de lui prêter un livre ou de recommander un restaurant plutôt que de proposer de détruire tout ce que j'avais construit en 14 ans. Sa main s'est tendue sur la table pour toucher son bras. Un geste de réconfort et d'intimité qui m'a retourné l'estomac. Le silence qui a suivi m'a donné l'impression de me noyer dans de l'eau glacée. Tous les sons dans la pièce ont disparu, à l'exception des battements de mon cœur qui martelaient dans mes oreilles. Le temps semblait s'étirer et se déformer, les secondes devenant des heures pendant que j'attendais que Miles réagisse. J'attendais qu'il la rabrouille immédiatement, qu'il lui dise à quel point elle était inappropriée et cruelle, qu'il me défende contre cette proposition grotesque faite à notre table. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, Miles s'est tourné pour me regarder avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, quelque chose entre la curiosité et l'attente. Il attendait de voir comment je réagirais à cette humiliation publique dans ma propre maison, attendait de voir si je ferais une scène ou si j'avalerais cette nouvelle indignité comme j'avais apparemment avalé de plus petite pendant des mois sans m'en rendre compte. Dans ce moment figé, toutes les excuses que j'avais trouvées pour son comportement au cours des 6 derniers mois se sont effondrées, les nuits tardives au travail que j'avais acceptées sans poser de questions. Les appels téléphoniques secrets qu'il avait pris dans d'autres pièces. La façon dont il vérifiait constamment ses messages et souriait à son écran d'une manière qu'il n'avait pas souri à moi depuis des années. Les nouveaux vêtements et l'attention accrue portée à son apparence. L'animation qui apparaissait lorsque le nom de Brooklyn était mentionné dans la conversation et disparaissait dès que nous étions seuls ensemble. Ce n'était pas une amitié innocente. Ce n'était pas une nostalgie inoffensive entre de vieux amants qui avaient poursuivi leur vie. C'était une trahison qui s'était construite systématiquement pendant des mois, et j'avais été trop confiante ou trop effrayée ou trop investie dans le maintien de l'illusion de notre mariage parfait pour reconnaître ce qui se passait juste devant moi. Brooklyn touchait toujours le bras de Miles, ses doigts reposant sur son poignet comme si elle avait tout à fait le droit à cette intimité désinvolte. Elle me regardait avec une satisfaction à peine dissimulée, attendant l'explosion émotionnelle qu'elle avait clairement orchestrée. Elle voulait des larmes. Elle voulait de la colère. Elle voulait que je fournisse la confirmation dramatique que j'étais l'épouse inadéquate qu'elle avait dépeinte, la femme qui ne pouvait pas donner à Miles ce qu'il méritait et qui se mettait maintenant en travers de son bonheur. Toutes les réponses possibles ont défilé dans mon esprit en succession rapide. Je pouvais lui jeter mon vin à son visage suffisant et regarder le cabernet coûteux tacher cette robe en soie. Je pouvais exiger qu'elle quitte ma maison immédiatement et ne contacte plus jamais mon mari. Je pouvais crier sur Miles pour sa complicité dans cette humiliation calculée, pour avoir discuté de notre douleur privée avec la femme qui l'utilisait maintenant comme une arme contre moi. Mais quelque chose d'autre a pris le dessus à ce moment-là, quelque chose de plus froid et de plus calculateur que l'émotion brute. J'ai regardé le sourire narquois de Brooklyn, la façon dont elle touchait toujours le bras de mon mari, le visage incertain de Miles alors qu'il attendait ma réaction. Et j'ai compris avec une clarté parfaite que perdre le contrôle maintenant leur donnerait exactement ce qu'ils voulaient. Cela confirmerait le récit de Brooklyn selon lequel j'étais le problème, l'épouse émotive et inadéquate qui ne pouvait pas gérer la réalité. Cela donnerait à Miles une justification pour tout ce qu'il prévoyait de faire ensuite, la permission de réécrire toute l'histoire de notre mariage avec moi comme la méchante qui l'a chassé. Alors, au lieu de leur donner la scène qu'ils attendaient, j'ai fait un choix qui définirait tout ce qui a suivi. J'ai souri. Pas un sourire chaleureux ou un sourire indulgent, mais le genre de sourire qui vient d'un endroit au-delà de la rage, d'un endroit froid et stratégique que je ne savais pas exister en moi jusqu'à ce moment précis. J'ai regardé directement mon mari, soutenant son regard avec un sang-froid parfait, et j'ai donné ma réponse avec un calme qui semblait presque inhumain. J'ai dit à Miles de suivre son cœur. Ma voix était stable et calme, chaque mot soigneusement choisi et délibérément prononcé. La phrase est restée en suspens entre nous, et j'ai vu l'expression de Brooklyn passer de la satisfaction à la confusion. Elle s'était attendue à des larmes ou de la colère ou une sorte d'effondrement émotionnel. Au lieu de cela, je ne lui avais rien donné sur quoi travailler, pas de drame à alimenter, pas de confirmation que sa cruauté avait atteint sa cible comme elle l'avait prévu. Miles avait l'air presque soulagé, et cette réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur à quel point il était déjà parti. Il a interprété mon sang-froid comme un consentement plutôt qu'une stratégie, mon calme comme une acceptation plutôt qu'une déclaration de guerre.
Il pensait que je lui donnais la permission de poursuivre le fantasme que lui et Brooklyn avaient construit ensemble lors de ses rencontres secrètes au café et de ses conversations privées. Mais ils se trompaient tous les deux sur ce que ces 3 mots signifiaient réellement. Je ne donnais pas la permission à Miles. Je lui donnais assez de cordes pour se pendre. Je documentais son choix en temps réel, créant un témoin de son incapacité à me défendre, mettant en mouvement un plan qu'aucun d'eux ne verrait venir jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard pour l'arrêter. Il pensait qu'il gagnait. Il n'avait aucune idée que je venais de déclarer la guerre, et que le temps qu'il réalise ce qui se passait, j'aurais déjà pris tout ce qui comptait. Brooklyn a finalement retiré sa main du bras de Miles, l'air incertain pour la première fois de la soirée. Elle a essayé de retrouver sa confiance antérieure, suggérant que nous passions au salon pour le dessert et le café, comme si nous allions tous continuer la soirée comme si rien d'important ne s'était passé. Miles a commencé à se lever, me regardant toujours avec ce mélange de soulagement et de confusion. Je me suis excusé de la table avec une grâce parfaite, prétextant un mal de tête qui n'était que partiellement fabriqué. Ma tête me martelait, mais pas de douleur, de rage et de clarté et du début d'un plan qui se formait avec une précision cristalline dans mon esprit. Je leur ai dit de profiter du dessert sans moi, que j'avais juste besoin de m'allonger quelques minutes au calme. Miles a commencé à protester, reconnaissant peut-être qu'il devrait au moins faire semblant de s'inquiéter de mon départ soudain. Mais Brooklyn lui a de nouveau touché le bras, sa voix basse et apaisante, lui disant de me laisser me reposer, que j'avais probablement juste besoin d'espace pour digérer. La présomption dans son ton, la façon dont elle prenait déjà des décisions sur ce dont j'avais besoin dans ma propre maison, m'a fait serrer la mâchoire si fort que j'ai cru que mes dents pourraient se casser. Je suis monté à l'étage à pas mesurés, ne me permettant pas de me presser, même si chaque instinct criait de courir. J'ai entendu leur voix reprendre en bas, plus basse maintenant, conspiratrice. Ils discutaient probablement de ma réaction, analysant si j'avais vraiment accepté la proposition de Brooklyn ou si c'était juste le calme avant une tempête retardée. Ils allaient bientôt découvrir exactement quel genre de tempête arrivait. J'ai fermé la porte de la chambre derrière moi et les verrouillé avec des mains qui avaient enfin commencé à trembler. Le sang-froid que j'avais maintenu en bas se fissurait maintenant que j'étais seul, l'adrénaline inondant mon système par vagues qui rendaient mes jambes instables. Je me suis assise sur le bord de notre lit dans l'obscurité, écoutant le son étouffé des voix montant de la salle à manger. Miles et Brooklyn parlaient toujours, leur conversation ponctuée par le rire d'elle, un son qui grinçait sur mes nerfs comme des ongles sur du verre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé l'écran pendant un long moment, mon pouce planant sur les contacts. Ce que j'étais sur le point de faire allait tout changer. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible après cette décision, aucune possibilité de réconciliation ou de trouver une solution. Mais ensuite, j'ai pensé à la façon dont Miles m'avait regardé lorsque Brooklyn avait fait sa proposition grotesque, cette expression de curiosité plutôt que d'indignation, et mon pouce a bougé avec une certitude soudaine. Patricia Holland a répondu à la 3e sonnerie malgré l'heure tardive. Sa voix était alerte et professionnelle, le ton de quelqu'un habitué aux appels qui arrivent lorsque des vies s'effondrent. J'ai expliqué la situation avec des détails cliniques, gardant ma voix basse et stable même si des larmes coulaient silencieusement sur mon visage. Je lui ai parlé du dîner, de la cruauté calculée de Brooklyn, de l'incapacité de Miles à me défendre. J'ai décrit les messages textes que j'avais vus au cours des derniers mois, ceux que j'avais écartés comme étant innocents, mais que je comprenais maintenant comme des éléments constitutifs de la trahison. Patricia a écouté sans interruption, et quand j'ai fini, il y a eu une pause qui semblait lourde d'évaluation. Puis elle a demandé si je comprenais ce que je demandais réellement, que ce n'était pas seulement une préparation au divorce, mais une stratégie juridique complète conçue pour protéger mes intérêts tout en exposant ses vulnérabilités. Elle a utilisé l'expression « politique de la terre brûlée », et le fait de l'entendre énoncer si clairement a fait cristalliser la réalité de ce que je faisais dans mon esprit. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre en face du lit. La femme qui me regardait en retour semblait inconnue, son visage calme, mais ses yeux durs d'une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à accommoder Miles, à me faire plus petite pour m'adapter à sa vision du partenariat, à avaler les déceptions et à rediriger mes propres désirs pour maintenir l'illusion de notre mariage parfait. Cette femme avait disparu, consumée par l'humiliation que je venais d'endurer à ma propre table. J'ai dit à Patricia, oui, c'est exactement ce que je voulais. Nous avons programmé une réunion d'urgence pour le lundi matin et elle m'a demandé d'agir tout à fait normalement pendant le week-end, de ne donner à Miles aucune indication que quelque chose avait changé. Elle m'a dit de tout documenter, de photographier toutes les preuves que je pouvais trouver, de commencer à sécuriser les biens qui étaient légalement les miens.
Sa voix était calme et méthodique, me guidant à travers des étapes qui semblaient surréalistes même si je m'engageais à les suivre. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité pendant plusieurs minutes de plus, laissant ma respiration ralentir et mes mains se stabiliser. Puis j'ai commencé le travail que Patricia avait décrit. J'ai ouvert d'anciens fils de messages textes entre Miles et Brooklyn, faisant des captures d'écran de conversations que j'avais précédemment écartées comme étant inoffensives. Des échanges sur des rencontres pour un café que je reconnaissais maintenant comme une dissimulation délibérée. Des références à des blagues internes et à des souvenirs partagés qui m'excluaient. Des plaintes sur notre mariage que Miles avait apparemment partagé avec elle pendant des mois tout en me disant que tout allait bien. Chaque capture d'écran semblait être un document de mon propre aveuglement. La preuve de la manière dont j'avais été trompé en choisissant de ne voir que ce que je voulais voir. J'ai photographié la boîte à bijoux où je gardais les reçus des achats importants. La preuve de mes contributions financières à notre vie commune. J'ai ouvert nos comptes bancaires conjoints et j'ai pris des captures d'écran des soldes et des historiques de transactions, créant un dossier qui établirait ma revendication sur les biens que nous étions censés avoir construits ensemble. En bas, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Brooklyn dire au revoir, suivie par le bruit de Miles la raccompagnant. Je me suis déplacé rapidement vers la fenêtre et je les ai regardés dans l'allée, leurs corps éclairés par la lumière du Porsche que j'avais allumé des heures auparavant, quand je croyais encore que ce dîner était une question de maturité plutôt que d'embuscade. Miles avait de nouveau la main sur le creux des reins de Brooklyn. Ce geste d'intimité désinvolte qui m'aurait détruit plus tôt dans la soirée. Maintenant, cela ressemblait simplement à une preuve, une pièce de plus pour le dossier que Patricia allait monter. Brooklyn s'est tournée pour faire face à Miles avant de monter dans sa voiture, et je l'ai vu toucher sa poitrine, sa main s'attardant là pendant qu'il parlait. Le langage corporel était sans équivoque, la familiarité de deux personnes qui avaient passé beaucoup plus de temps ensemble que Miles ne l'avait jamais admis. J'ai mémorisé chaque détail. La façon dont il se penchait vers elle, le sourire sur son visage qui ne ressemblait en rien aux expressions prudentes qu'il portait autour de moi dernièrement, la réticence avec laquelle ils se sont finalement séparés. Quand Miles est rentré, j'étais en bas en train de charger le lave-vaisselle comme si rien d'important ne s'était passé. Je l'ai entendu faire une pause dans l'embrasure de la porte, essayant probablement de lire mon humeur, de comprendre pourquoi je ne pleurais pas ou ne le confrontais pas ou ne fournissais aucune des réactions dramatiques auxquelles il s'était probablement préparé. Je lui ai tourné le dos, rinçant les assiettes avec des mains stables, jouant le rôle de l'épouse accommodante une dernière fois. Il m'a demandé si j'allais bien, sa voix hésitante et confuse. Je me suis retourné et lui ai souri, le même genre de sourire calme que je lui avais offert à table. Je lui ai dit que j'allais bien, juste fatigué de tout cet accueil et de cette cuisine. J'ai suggéré que nous regardions un film ensemble, quelque chose de léger et de simple pour nous détendre avant de dormir. Le soulagement qui a inondé son visage était presque insultant, confirmant qu'il s'était attendu à de la colère ou des larmes, une confirmation dramatique que la cruauté de Brooklyn avait atteint son but. Au lieu de cela, mon sang-froid l'avait déséquilibré, l'avait rendu incertain de ce qui s'était réellement passé à cette table. Tant mieux. Je le voulais incertain et confus. L'incertitude le rendrait négligent, l'empêcherait de reconnaître le piège qui se refermait déjà sur lui. Nous avons regardé la moitié d'une comédie. Aucun de nous ne prêtait vraiment attention, Miles vérifiant périodiquement son téléphone et souriant à des messages que je savais provenir de Brooklyn. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé où nous avions passé d'innombrables soirées pendant 14 ans et je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'une froide détermination. Quand il a tendu la main pour prendre la mienne pendant un moment calme du film, je l'ai laissé faire, mes doigts s'entrelaçant avec les siens tandis que mon esprit cataloguait les biens et calculait les délais. Samedi matin, je me suis réveillé avant l'aube et je suis resté allongé dans l'obscurité, planifiant ma journée avec une précision militaire. Patricia m'avait dit d'agir normalement et j'allais donner à Miles la performance de sa vie. Quand je me suis finalement levé, je suis descendu et j'ai commencé à préparer son petit déjeuner préféré, fredonnant doucement pendant que je cuisinais son omelette exactement comme il l'aimait. Le caractère domestique de la scène ressemblait à du théâtre. Moi jouant le rôle de l'épouse dévouée tout en complotant le démantèlement systématique de tout ce que nous avions construit ensemble. Miles est sorti de la chambre, l'air surpris et ravi de me trouver joyeuse et affectueuse. Je lui ai demandé ses plans pour la journée comme si la soirée précédente avait été parfaitement ordinaire, comme si son ex-petite amie ne lui avait pas offert de porter son enfant à notre table. Il a dit qu'il rencontrait des amis à la salle de sport et je l'ai encouragé à prendre son temps, à profiter de son samedi. Dès que sa voiture a quitté l'allée, j'ai attrapé mon sac à main et mes clés. La banque a été mon premier arrêt.
J'ai ouvert un nouveau compte à mon nom seul et j'ai transféré exactement la moitié de nos économies conjointes, un montant que je pouvais légalement réclamer sans déclencher d'alerte de fraude immédiate. Le représentant a posé des questions de routine sur le transfert, et j'ai expliqué calmement que je consolidais des comptes à des fins de planification fiscale. Ma voix était stable, mon sourire étudié, toute mon attitude celle de quelqu'un prenant une décision financière banale plutôt que se préparant à la guerre. Ensuite, j'ai traversé la ville pour me rendre à un entrepôt de stockage que j'avais recherché en ligne ce matin-là. J'ai loué une unité, payant en espèces pour 3 mois d'avance, dans une installation assez éloignée de notre quartier pour que Miles ne la découvre jamais accidentellement. Le gérant m'a remis les clés et un cadenas, et je suis rentré à la maison avec une détermination qui se durcissait dans ma poitrine. Pendant les heures suivantes, pendant que Miles était à la salle de sport, puis rencontrait des amis pour le déjeuner, j'ai méthodiquement retiré de notre maison les objets qui étaient légalement et émotionnellement les miens. Des héritages familiaux que ma grand-mère m'avait laissés dans son testament. Des œuvres d'art que j'avais achetées avant notre mariage avec mon propre argent. Des bijoux qui dataient d'avant Miles. Des albums photos de mon enfance et de mes années universitaires qui documentaient une vie dont il n'avait jamais fait partie. Chaque objet a disparu dans des boîtes que j'ai chargées dans ma voiture et transportées à l'entrepôt. Je n'ai ressenti aucune culpabilité en vidant les tiroirs et les placards des choses qui n'appartenaient qu'à moi. Seulement la froide satisfaction de protéger ce qui était mien avant que Miles ne puisse en réclamer quoi que ce soit dans les procédures de divorce. Au moment où il est rentré cet après-midi-là, j'avais fait 3 allers-retours au stockage et notre maison semblait exactement la même à une observation occasionnelle. Mais je savais ce qui manquait, ce que j'avais mis hors de sa portée, et cette connaissance ressemblait à un pouvoir qui s'accumulait en ma faveur. Le dimanche s'est passé de manière similaire. J'ai maintenu une normalité parfaite, cuisinant des repas et suggérant des activités, jouant le rôle de l'épouse contente tout en comptant intérieurement les heures jusqu'à lundi matin, quand tout changerait. Ce soir-là, Miles a pris une douche avant de se coucher, laissant son iPad sur la table de nuit. Une notification de message a illuminé l'écran, et j'ai vu le nom de Brooklyn avant de pouvoir détourner le regard. J'ai pris l'appareil avec des mains qui avaient cessé de trembler, mes mouvements rapides et efficaces. Le message était explicite d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Brooklyn faisait référence à des conversations sur des délais et des possibilités, sur le fait de recommencer à zéro avec quelqu'un qui voulait le même avenir. Elle a mentionné un rendez-vous chez le médecin qu'elle avait déjà pris pour discuter des options de fertilité, demandant si Miles voulait l'accompagner à la consultation. J'ai photographié le message avec mon téléphone, les doigts se déplaçant automatiquement à travers des étapes qui devenaient routinières, ajoutant des preuves à une collection qui devenait de plus en plus accablante à chaque pièce. J'ai entendu la douche s'arrêter et j'ai remis l'iPad exactement où Miles l'avait laissé. Puis je suis retourné à ma place dans le lit avec mon livre ouvert à la même page que je faisais semblant de lire. Miles est sorti de la salle de bain et m'a embrassé le front. Il m'a dit qu'il m'aimait d'une voix qui semblait assez sincère pour m'avoir trompé quelques jours auparavant. J'ai souri et lui ai répondu la même chose, les mots des coquilles vides qui ne signifiaient rien d'autre qu'une nécessité stratégique. Il s'est glissé dans le lit à côté de moi et s'est endormi rapidement, sa respiration se régularisant au rythme que j'avais écouté pendant 14 ans. Je suis resté éveillé dans l'obscurité à côté de lui, fixant le plafond et me demandant combien de nuits il avait passé ici à planifier sa trahison pendant que je dormais à ses côtés en toute confiance. Le lundi matin est arrivé avec un soleil si éclatant qu'il semblait être une moquerie. Je me suis réveillé avant le réveil, mon corps déjà inondé d'adrénaline qui rendait le sommeil impossible. Miles respirait encore profondément à côté de moi, ignorant que c'était le dernier matin où il se réveillerait dans ce lit, dans cette maison, dans ce mariage. Je me suis glissé dehors tranquillement et j'ai suivi ma routine matinale avec une précision mécanique, chaque mouvement délibéré et contrôlé. Je me suis habillé de mon tailleur bleu marine, celui taillé spécifiquement pour les réunions de clients à enjeux élevés, celui qui me donnait l'air soigné et inébranlable. Je me suis maquillé avec plus de soin que d'habitude, voulant projeter une confiance absolue pour ce qui allait arriver. Quand je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain, j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait en retour. Elle avait l'air calme et professionnelle, ne trahissant rien de la rage et de la douleur qui bouillonnait sous la surface. Tant mieux. C'était exactement l'armure dont j'avais besoin aujourd'hui. Miles était dans la cuisine quand je suis descendu, assis à table avec son café et son téléphone. Il a à peine levé les yeux quand je suis entré, son attention absorbée par le message qu'il lisait. Probablement Brooklyn, ai-je pensé, planifiant probablement leur avenir assis dans la maison que j'étais sur le point de récupérer. Je lui ai dit que j'avais un rendez-vous tôt en ville,
gardant ma voix décontractée et légère. Il a hoché la tête distraitement et a dit quelque chose sur le fait d'avoir une journée chargée lui-même. Je me suis approché et l'ai embrassé pour lui dire au revoir, un bref contact des lèvres qui a semblé fermer un livre que je n'ouvrirai plus jamais. Il m'a souri, complètement inconscient qu'il ne me verrait plus jamais le regarder avec quoi que ce soit qui ressemble à de l'affection. Le trajet jusqu'au bureau de Patricia m'a semblé surréaliste, comme si je me regardais de l'extérieur de mon corps. La ville se réveillait autour de moi. Des gens se rendant au travail et à l'école, vivant leurs lundis matins normaux pendant que toute mon existence était sur le point de se transformer. Je me suis garé dans le garage sous l'immeuble de Patricia et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 12e étage, mes talons claquant contre le marbre à chaque pas. Patricia attendait dans sa salle de conférence avec des documents étalés sur la table comme des plans de bataille. Elle avait travaillé tout le week-end, m'a-t-elle dit, s'assurant que chaque détail était parfait et que chaque vulnérabilité dans la position de Miles était exposée. La requête en divorce était complète et dévastatrice. Elle décrivait la chronologie de sa liaison émotionnelle avec Brooklyn, documentée par les messages textes et les courriels que j'avais fournis. Elle détaillait les contributions financières que j'avais faites à notre ménage, prouvant que la maison avait été achetée principalement avec mon héritage et améliorée avec les bonus de ma carrière. Elle établissait mes comptes séparés et mes biens indépendants, brossant un tableau d'autonomie financière qui serait crucial dans la division des biens. Mais le véritable chef-d'œuvre était l'ordonnance de protection que Patricia avait rédigée. Elle a expliqué que bien que la cruauté émotionnelle soit plus difficile à prouver que la violence physique, les circonstances de ce dîner créaient un dossier convaincant pour l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. La proposition de Brooklyn avait été faite dans ma propre maison, à ma propre table, exploitant mon infertilité connue dans un acte d'humiliation calculé. L'incapacité de Miles à me défendre ou à mettre fin immédiatement à la proposition démontrait sa complicité. Les messages textes que j'avais envoyés à ma sœur immédiatement après le dîner, décrivant ma détresse et mon choc, fournissaient une documentation contemporaine du préjudice infligé. Patricia avait également inclus des preuves de la communication continue entre Miles et Brooklyn, les discussions de planification et de chronologie qui prouvaient que ce n'était pas un moment spontané de mauvais jugement, mais une partie d'une trahison soutenue. L'ordonnance de protection exigerait que Miles quitte notre domicile immédiatement et maintienne une distance d'au moins 150 mètres de moi en attendant une audience formelle. Cela l'empêcherait d'accéder à la maison, de me contacter directement, de contrôler toute partie du récit de ce qui se passait. J'ai signé chaque document d'une main ferme, ma signature apparaissant encore et encore sur des papiers qui démantèleraient 14 ans de mariage en quelques heures. Patricia m'a regardé attentivement, évaluant probablement si je pourrais m'effondrer ou changer d'avis à ce dernier moment, mais je n'ai ressenti qu'une froide détermination et le soulagement de prendre enfin des mesures au lieu d'accepter passivement la trahison. Patricia a expliqué le calendrier avec une précision militaire. Les papiers seraient déposés électroniquement avant midi, garantissant qu'ils soient officiellement enregistrés avant même que Miles ne sache ce qui se passait. Un huissier de justice les remettrait à Miles à son bureau à 14h30. Le moment était délibéré. Le signifier au travail signifiait qu'il serait entouré de collègues, incapables de réagir avec la colère ou la manipulation qu'il pourrait déployer en privé. Cela signifiait qu'il n'aurait aucune opportunité de se précipiter à la maison pour me confronter avant que l'ordonnance de protection ne soit en vigueur. Cela signifiait que la première chose qu'il ressentirait serait l'humiliation publique. Un petit avant-goût de ce qu'il avait permis à Brooklyn de m'infliger. J'ai quitté le bureau de Patricia à 10h et je suis allé dans un café où je suis resté assise pendant des heures, incapable de me concentrer sur autre chose que de regarder l'horloge. À midi, Patricia m'a envoyé un message pour me dire que le dépôt était complet. À 14h15, elle a confirmé que l'huissier était en position. À 14h30 exactement, mon téléphone a commencé à sonner. Le nom de Miles clignotait sur l'écran encore et encore. Je l'ai regardé vibrer contre la table, imaginant son visage alors qu'il lisait la requête en divorce et l'ordonnance de protection. Sa confusion se transformant en choc, puis en panique alors qu'il réalisait ce qui se passait. Après que le 5e appel soit allé à la messagerie vocale, j'ai bloqué son numéro. Quelques secondes plus tard, Brooklyn a commencé à appeler. Son premier message vocal était strident d'accusations de manipulation et de cruauté. Sa voix montant à un ton qui suggérait une véritable panique. J'ai également bloqué son numéro et je suis resté assise dans le café, ne ressentant rien d'autre que la satisfaction qu'ils subissaient enfin tous les deux les conséquences. Patricia a appelé à 3h pour me dire que l'avocat de Miles avait déjà pris contact, exigeant des explications et menaçant de contre-requête.
Elle semblait presque amusée en décrivant le choc évident de l'autre avocat face à l'exhaustivité de notre dossier. Apparemment, Miles avait engagé quelqu'un rapidement, probablement en appelant de son bureau en désespoir de cause, et l'avocat n'avait pas encore eu le temps de bien comprendre la force de notre position. Patricia m'a assuré qu'elle gérerait toutes les communications et que je devais rentrer chez moi, que la maison était maintenant légalement et exclusivement la mienne. Je suis rentré lentement, empruntant des rues que j'évitais normalement, retardant le moment où j'entrerais dans une maison qui était soudainement et complètement transformée. Quand je suis finalement arrivé dans l'allée, je suis resté assise dans la voiture pendant plusieurs minutes, regardant simplement la maison. Elle semblait exactement la même de l'extérieur. La façade victorienne que j'avais tant aimée pendant des années, toujours aussi belle dans la lumière de fin d'après-midi. Mais tout était différent maintenant. Le serrurier était venu cet après-midi pendant que j'étais au bureau de Patricia. Un détail que j'avais arrangé pendant le week-end avec une planification minutieuse. Chaque serrure avait été changée, chaque code de sécurité mis à jour. J'avais également fait installer des caméras à chaque entrée, des systèmes discrets qui enregistreraient toute tentative de Miles d'accéder à la propriété. J'ai franchi la porte d'entrée avec ma nouvelle clé et j'ai senti la différence immédiatement. L'air semblait plus léger, l'espace plus ouvert, comme si la présence de Miles avait tout alourdi sans que je m'en rende compte. Dans le garage, j'ai trouvé les boîtes que j'avais emballées dimanche soir après que Miles se soit endormi, ses vêtements et ses effets personnels, son ordinateur portable et ses livres, tout ce qui était clairement et exclusivement à lui, tout bien organisé et empilé. Je lui avais laissé tout ce dont il aurait besoin pour commencer une vie ailleurs, mais rien qui était à moi ou que nous avions construit ensemble avec mon argent. Les meubles sont restés, l'équipement de cuisine est resté, l'art, les livres et les petits objets qui faisaient de cette maison un foyer. Tout est resté parce que tout était à moi. J'ai parcouru les pièces, touchant des surfaces qui semblaient différentes maintenant, passant mes doigts le long du dossier du canapé où Miles avait l'habitude de s'asseoir avec son ordinateur portable, debout dans la cuisine où Brooklyn avait fait sa proposition empoisonnée quelques jours auparavant. Les souvenirs étaient toujours là, mais ils semblaient déjà lointains, comme s'ils appartenaient à une autre personne dans une autre vie. Je me suis versé un verre de vin, je me suis tenu à la fenêtre en regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose, et j'ai ressenti un soulagement si profond qu'il m'a donné le vertige. Mon téléphone a vibré constamment toute la soirée. Des messages provenant de personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois ou des années. La mère de Miles a appelé en pleurant, laissant un message vocal sur la façon dont je détruisais son fils à cause d'un malentendu. Son meilleur ami, Jake, m'a envoyé un message demandant si nous pouvions parler comme des adultes, suggérant que je surréagissais à une situation difficile. Sa sœur a envoyé un long message sur le pardon et les secondes chances et sur le fait de ne pas jeter 14 ans de mariage dans un moment de colère. Aucun d'entre eux ne connaissait toute la vérité. Aucun d'entre eux n'avait vu les messages textes entre Miles et Brooklyn ou n'avait compris depuis combien de temps cette trahison se préparait. Ils ne connaissaient que la version des faits de Miles, l'histoire qu'il racontait pour se positionner comme la victime confuse de ma soudaine et irrationnelle vindicte. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai transmis les messages les plus persistants à Patricia et les laissé s'occuper de la documentation des tentatives de Miles de contrôler le récit par procuration. À minuit, j'avais reçu des messages de 17 personnes différentes. Toutes des variations sur le même thème de la façon dont je devrais être plus compréhensive, plus indulgente, plus disposée à régler les choses au lieu de prendre des mesures aussi dramatiques. Mais pas un seul d'entre eux n'a demandé ce qui s'était réellement passé à ce dîner. Pas un seul d'entre eux ne s'est demandé pourquoi Miles n'avait pas réussi à me défendre lorsque Brooklyn m'avait humilié à propos de mon infertilité. Pas un seul d'entre eux ne semblait considérer que peut-être, juste peut-être, j'avais de très bonnes raisons pour les choix que je faisais. J'ai éteint mon téléphone et je suis monté dans la chambre qui était maintenant entièrement la mienne. J'ai dormi profondément cette première nuit seule dans la maison, un sommeil sans rêve qui a semblé être mon corps libérant enfin la tension qu'il avait accumulée pendant des mois. Quand je me suis réveillé mardi matin, le silence semblait différent de ce qu'il avait jamais été. Pas solitaire ou inquiétant, mais paisible d'une manière qui m'a fait réaliser à quel point un stress ambiant avait rempli cet espace sans que je le reconnaisse consciemment. J'ai fait du café et je me suis assise à la table de la cuisine en regardant la lumière du matin filtrer à travers les fenêtres. Et pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, je ne ressentais aucune pression d'être quelque part ou de jouer une version particulière de moi-même pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Cette paix fragile a duré exactement 3 heures. La sonnette a retenti juste après 10 heures, insistante et répétée d'une manière qui suggérait que la personne présente n'avait aucune intention de partir.
J'ai vérifié le flux de la caméra sur mon téléphone et j'ai vu ma sœur cadette, Carmen, debout sur le porche, se balançant d'un pied sur l'autre dans une agitation évidente. Je ne lui avais pas encore parlé du divorce, seulement du dîner lui-même à travers les messages textes que je lui avais envoyés en temps réel cette nuit-là. Ces messages faisaient maintenant partie des preuves de Patricia, une documentation de ma détresse immédiate qui aidait à établir le préjudice émotionnel infligé par Brooklyn. J'ai ouvert la porte et Carmen a pratiquement forcé le passage pour entrer dans la maison, son visage pâle et ses mains agrippant son téléphone comme s'il contenait la preuve d'un crime. Elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose qu'elle m'avait caché, quelque chose qu'elle aurait dû me dire des semaines auparavant, mais qu'elle n'avait pas su comment gérer. Les mots sont sortis d'un trait, mêlés d'excuses et de justifications, et j'ai dû lui demander de ralentir et de recommencer depuis le début. Il y a 6 semaines, Carmen a dit qu'elle était en ville pour déjeuner avec une amie quand elle a vu Miles et Brooklyn assis ensemble dans un café. Elle les avait remarqués par la fenêtre en passant, et quelque chose dans leur langage corporel l'avait fait s'arrêter. Ils étaient assis trop près, penchés l'un vers l'autre sur la petite table d'une manière qui suggérait l'intimité plutôt que l'amitié décontractée. Brooklyn riait de quelque chose que Miles disait, sa main posée sur son bras. Et Miles avait cette expression animée que j'avais remarquée de plus en plus fréquemment lorsqu'il parlait de ses journées loin de la maison. Carmen a dit qu'elle avait supposé que c'était innocent à l'époque, que je devais être au courant, que Miles rattrapait probablement juste le temps perdu avec une vieille amie comme il l'avait décrit lorsque Brooklyn était réapparu dans sa vie. Mais en y repensant maintenant, avec le contexte de ce qui s'était passé au dîner, elle réalisait que leur interaction n'avait pas l'air d'une simple reconnexion entre vieux amis. Cela ressemblait à 2 personnes au premier stade d'une liaison, testant les limites et construisant une intimité tout en prétendant que tout était parfaitement innocent. Puis, il y a 2 semaines, Carmen les avait revus. Cette fois, dans un restaurant de l'autre côté de la ville, un endroit assez chic pour suggérer une planification intentionnelle plutôt qu'une rencontre spontanée. Elle était là pour un dîner de travail quand elle les a repérés à une table dans un coin. Et ce qu'elle a vu l'a mise si mal à l'aise qu'elle a sorti son téléphone et a pris une photo sans vraiment réfléchir pourquoi. Brooklyn avait sa main sur le visage de Miles dans un geste d'une telle tendresse qu'il était indubitablement romantique. Miles la regardait avec une expression que Carmen l'avait rarement vue porter avec moi, sans garde et complètement présent d'une manière qui témoignait d'une véritable connexion émotionnelle. Carmen m'a montré la photo maintenant, ses mains tremblant alors qu'elle s'excusait de ne pas me l'avoir dit plus tôt. Elle a dit qu'elle n'avait pas su quoi faire de l'information, s'était convaincue qu'elle interprétait mal la situation, avait eu trop peur de causer des problèmes dans mon mariage si elle se trompait. Mais après que je lui ai envoyé ces messages sur le dîner, sur la proposition de Brooklyn et sur l'incapacité de Miles à me défendre, elle a réalisé qu'elle avait observé mon mari construire une relation avec une autre femme pendant que je restais complètement inconsciente. J'ai regardé la photo sur son téléphone et j'ai senti quelque chose se fissurer en moi que j'avais soigneusement gardé fermé depuis lundi. C'était une chose de voir des messages textes, de lire des preuves de trahison et des mots échangés en privé. C'en était une autre de voir une preuve visuelle de l'intimité, de témoigner de la manifestation physique d'une liaison émotionnelle sur une photographie qui capturait un moment de tendresse qui aurait dû m'être réservé. Les doigts de Brooklyn étaient courbés contre la mâchoire de Miles, son pouce caressant sa joue, et il se penchait vers son contact comme si c'était quelque chose de familier et de bienvenu. Carmen pleurait maintenant, répétant qu'elle aurait dû me le dire immédiatement, qu'elle aurait dû confronter Miles ou m'avertir ou faire autre chose que de garder le silence pendant que mon mariage se détériorait. Je lui ai dit que cela n'aurait rien changé, que je n'avais pas été prête à voir la vérité jusqu'à ce que Brooklyn me force à la voir à cette table. Même si Carmen m'avait montré cette photo des semaines auparavant, j'aurais probablement trouvé un moyen de l'expliquer, de me convaincre que c'était innocent, car accepter la réalité de la trahison de Miles aurait nécessité de prendre des mesures que je n'étais pas encore prête à prendre. Mais la photo était utile maintenant, une preuve visuelle concrète qui renforcerait le dossier que Patricia était en train de monter. Je l'ai transmise à mon avocate avec une brève explication et j'ai vu la culpabilité de Carmen se transformer en quelque chose comme un soulagement que son silence puisse au moins être partiellement racheté en contribuant à ma stratégie juridique. Carmen est partie 1 heure plus tard, s'excusant toujours, et je lui ai assuré que je comprenais et que je ne lui en voulais pas pour la position dans laquelle elle avait été mise. Après son départ, je me suis tenu à la fenêtre où j'avais regardé Miles raccompagner Brooklyn à sa voiture vendredi soir et je me suis demandé combien d'autres personnes avaient été témoins de morceaux de cette trahison sans savoir quoi faire de l'information qu'elle détenait. La réponse est venue mardi après-midi lorsque les parents de Miles se sont présentés à ma porte. Je les ai vus à travers le flux de la caméra avant même qu'ils ne sonnent. Robert et Diane sortant de leur voiture avec des expressions de détermination qui me disaient que ce ne serait pas une conversation agréable.
J'ai envisagé de ne pas répondre, mais les éviter ne ferait que retarder ce qui était clairement inévitable. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Me tenant sur le seuil dans une manifestation physique de la limite que j'établissais. Robert a exigé de savoir ce qui se passait, sa voix déjà élevée d'une manière qui suggérait qu'il était venu préparer à la confrontation plutôt qu'à la conversation. Diane pleurait avant même de commencer à parler, demandant comment je pouvais faire ça à leur fils, comment je pouvais détruire un mariage pour ce qu'elle insistait être un malentendu. Elle a dit que j'étais cruelle et vindicative, punissant Miles de vouloir une famille, lui jetant ses luttes avec l'infertilité au visage alors que ce n'était pas de sa faute. Le commentaire était si déconnecté de la réalité que j'ai ri, un son bref et sec qui les a fait reculer légèrement tous les deux. Je l'ai corrigé calmement, expliquant que c'était moi qui avais l'endométriose. C'était moi dont le corps ne pouvait pas supporter une grossesse. C'était moi qui avais subi des chirurgies, des traitements et des déceptions mensuelles. Miles m'avait soutenu pendant tout cela, oui, mais ce n'était pas lui dont la condition médicale était utilisée comme une arme par son ex-petit ami lors de dîner. Robert a interrompu pour exiger la preuve que quelque chose d'inapproprié s'était réellement passé entre Miles et Brooklyn. Sa voix était assez forte pour que je regarde autour de moi pour voir si les voisins regardaient, et j'ai pris la décision en une fraction de seconde de leur montrer exactement ce que leur fils avait fait dans mon dos. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré des captures d'écran de messages textes entre Miles et Brooklyn. Des conversations sur le fait de recommencer à zéro, de construire un avenir ensemble et d'avoir les enfants que Miles voulait apparemment toujours désespérément malgré m'avoir dit qu'il avait fait la paix avec notre vie sans enfants. Le visage de Robert est devenu blanc en lisant les messages. Diane a poussé un petit son blessé et ses pleurs se sont intensifiés, mais cette fois, il semblait dirigé vers le choc et la déception plutôt que vers la défense de son fils. Ils sont restés là, sur mon porche, pendant un long moment, tous deux luttant clairement pour concilier les preuves que je leur avais montrées avec la version des faits que Miles leur avait servi. Ils sont partis sans un autre mot, retournant à leur voiture avec la posture défaite de personnes qui étaient venues prêtes à se battre et qui se sont plutôt retrouvées confrontées à une vérité indéniable. Ce soir-là, Diane a appelé sur mon téléphone. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, sa voix petite et brisée à l'autre bout du fil. Elle s'est excusée pour ce qu'elle avait dit plus tôt, a admis qu'elle n'avait aucune idée que les choses étaient allées aussi loin que les messages l'indiquaient. Elle a dit qu'elle avait pensé que Brooklyn ne faisait que causer des problèmes comme elle l'avait toujours fait, semant la zizanie et s'immisçant là où on ne voulait pas d'elle. Mais les messages textes rendaient clair que ce n'était pas une manipulation unilatérale. Miles avait été un participant actif et consentant à la construction de quelque chose avec Brooklyn tout en étant encore marié à moi. J'ai accepté ses excuses sans offrir de pardon. Gardant ma voix neutre et détachée, j'ai suggéré qu'elle dirige sa déception et son inquiétude vers son fils plutôt que vers moi, que je n'étais pas responsable de la gestion de sa réponse émotionnelle à ses choix. Nous avons terminé l'appel poliment mais sans chaleur, et je savais que toute relation que j'aurais pu maintenir avec la famille de Miles était maintenant définitivement rompue. Le travail est devenu une complication à part entière des mercredis. Miles et moi avions toujours travaillé dans des secteurs adjacents, assez proches pour partager certains cercles professionnels et assister à certains des mêmes événements de réseautage. La nouvelle de notre séparation s'est répandue plus vite que je ne l'avais prévu. Probablement aidé par le fait que Miles partageait sa version des événements avec quiconque voulait bien l'écouter. Mon collègue Denny m'a prise à part dans la salle de pause mercredi après-midi, son expression inconfortable alors qu'il disait avoir entendu que Miles et moi avions des problèmes. Il espérait que nous pourrions arranger les choses. Il a dit que le divorce semblait être une réponse extrême à ce qui n'était probablement qu'une mauvaise passe que tous les mariages de longue durée traversaient finalement. Je l'ai regardé directement et lui ai demandé s'il savait que Miles avait une liaison émotionnelle. Denny est devenu pâle et a commencé à bégayer que Miles avait mentionné avoir renoué avec une vieille amie, mais n'avait jamais rien dit qui semblait inapproprié. J'ai alors réalisé que Miles avait soigneusement élaboré son récit pendant des semaines, en disant juste assez à ses collègues pour établir un déni plausible tout en construisant systématiquement une relation avec Brooklyn qu'il savait franchir toutes les limites du comportement approprié. D'autres collègues sont devenus soit trop prévenants, soit manifestement distants, leur sympathie voilant à peine leur curiosité pour le scandale qui se déroulait au milieu d'eux. J'ai commencé à déjeuner à mon bureau pour éviter les conversations de la salle de pause, gardant la porte de mon bureau fermée plus souvent que jamais et répondant aux bavardages collégiaux avec une brièveté polie qui décourageait toute nouvelle enquête. La vie professionnelle que j'avais soigneusement construite au fil des ans me semblait soudain contaminée par ma crise personnelle. Chaque interaction était colorée par le savoir que les gens parlaient de moi en mon absence,
élaborant des récits sur mon mariage et mes choix basés sur des informations incomplètes et la version des événements que Miles distribuait à travers son propre réseau de contacts. La tension de maintenir un sang-froid professionnel alors que ma vie privée était publiquement disséquée a eu des conséquences que je n'avais pas anticipées. Je me suis retrouvé épuisé en début d'après-midi, drainé non pas par le travail réel mais par la performance constante de la normalité. Jeudi soir, j'étais reconnaissante lorsque Patricia a appelé pour programmer notre session de préparation à l'audience de l'ordonnance de protection, me donnant quelque chose de concret sur quoi me concentrer en dehors des ragots qui circulaient dans mon lieu de travail. Vendredi matin, je suis arrivé au bureau de Patricia pour découvrir qu'elle avait fait appel à une consultante, une thérapeute nommée Dr. Sarah Winters, spécialisée dans les cas d'abus émotionnels. Patricia a expliqué que le Dr Winters nous aiderait à formuler mon témoignage de manière à ce qu'il résonne avec le juge, à rendre clair le préjudice psychologique infligé par la proposition de Brooklyn et l'incapacité de Miles à me défendre. Je n'avais pas pensé à ce qui s'était passé à ce dîner comme à un abus, je m'étais principalement concentré sur les aspects de trahison et d'humiliation. Mais alors que le Dr Winters commençait à poser des questions, j'ai commencé à comprendre comment le cadre thérapeutique pouvait renforcer notre position juridique. Le Dr Winters m'a demandé de décrire l'évolution de mon mariage. Pas seulement les moments dramatiques, mais les changements progressifs qui s'étaient produits au fil des mois et des années. Elle voulait savoir quand j'avais remarqué pour la première fois que Miles devenait distant. Quand l'intimité était passée de spontanée à obligatoire, quand les conversations s'étaient réduites de la connexion authentique à la coordination logistique. Je me suis retrouvé à décrire des schémas que je n'avais pas consciemment reconnus jusqu'à ce que je sois forcé de les articuler à voix haute. Miles avait cessé de me poser des questions sur mon travail au cours de la dernière année. J'ai réalisé, en parlant de nos soirées typiques, qu'il avait l'habitude de poser des questions détaillées sur mes projets et mes clients, de se souvenir des noms et de suivre les situations que j'avais mentionnées des jours auparavant. Mais progressivement, ces questions avaient cessé, remplacées par des demandes vagues qui ne nécessitaient qu'une réponse minimale. Pendant le dîner, il avait commencé à faire défiler son téléphone plus fréquemment, son attention divisée de manière à ce que la conversation ressemble à une interruption plutôt qu'à une connexion. Quand j'essayais de l'engager dans des discussions sur autre chose que la logistique domestique, il devenait irritable, cherchant la petite bête pour des broutilles comme s'il cherchait des raisons d'être agacé par moi. Le Dr Winters hochait la tête en décrivant ces changements, expliquant que les liaisons émotionnelles suivaient souvent ce schéma. Le conjoint infidèle commence à réécrire l'histoire du mariage dans son esprit, présentant rétroactivement son partenaire comme inadéquat pour justifier l'attraction qui se développe ailleurs. Les petites irritations sont amplifiées en incompatibilité fondamentale. Les défis normaux d'une relation sont recadrés comme la preuve que le mariage n'a jamais vraiment fonctionné. C'était un processus psychologique qui permettait au partenaire traître de se sentir moins coupable de ses choix, de se dire qu'il ne faisait rien de mal parce que la relation était déjà brisée. Entendre mon mariage disséqué de manière si clinique était douloureux. Chaque schéma identifié par le Dr Winters ressemblait à une confirmation d'échec que j'avais été trop proche pour voir clairement. Mais cela m'a également apporté de la clarté et un langage pour des expériences que j'avais écartées comme une évolution normale de la relation. Je m'étais dit que les mariages devenaient naturellement plus calmes avec le temps. Que l'intensité des premières années s'estompait pour devenir quelque chose de plus stable et moins exigeant. Mais ce que j'avais réellement vécu, c'était Miles se déconnectant systématiquement de moi émotionnellement tout en construisant une connexion avec quelqu'un d'autre. Patricia a enregistré toute notre session de préparation et l'a fait transcrire, créant un document qui guiderait mon témoignage lorsque je serais à la barre. Elle a expliqué que sous la pression du tribunal, avec Miles assis en face de moi et son avocat posant des questions difficiles, il serait facile de s'énerver ou d'oublier des détails importants. Avoir ce récit structuré m'aiderait à rester concentré et à m'assurer que je présente l'histoire de manière cohérente et convaincante. Nous avons passé des heures à passer en revue les questions potentielles que l'avocat de Miles pourrait poser, à pratiquer des réponses honnêtes mais stratégiques, qui reconnaissaient les complications sans saper ma position. Le Dr Winters m'a coaché sur le maintien de mon sang-froid si l'interrogatoire devenait agressif ou si des tentatives étaient faites pour me peindre comme vindicative ou instable. Au moment où j'ai quitté le bureau de Patricia tard vendredi après-midi, je me sentais aussi préparé que possible, bien que le nœud d'anxiété dans mon estomac ne se soit pas desserré. Ce week-end, l'avocat de Miles a déposé sa contre-requête, et Patricia me l'a transmise samedi matin avec une brève note disant que nous devions en discuter. J'ai lu le document juridique dans ma cuisine avec un café qui a refroidi alors que j'absorbais ce qu'il tentait d'argumenter. Selon la version des faits de Miles, j'avais complètement surréagi à une conversation de dîner inoffensive,
interprétant mal l'offre compatissante de Brooklyn de nous aider à avoir des enfants comme une sorte de cruauté calculée. La requête affirmait que Miles avait été choqué par ma réponse extrême, qu'il avait essayé de digérer la proposition inattendue de Brooklyn lorsque j'avais souri et lui avait dit de suivre son cœur, ce qu'il avait interprété comme ma bénédiction pour considérer toutes les options pour notre avenir. Ils essayaient de recadrer toute la soirée, transformant l'humiliation délibérée de Brooklyn en une générosité mal comprise, transformant l'incapacité de Miles à me défendre en confusion plutôt qu'en complicité. La requête comprenait des références de caractère de collègues de Miles le décrivant comme un mari dévoué qui parlait fréquemment avec amour de sa femme. Elle incluait le témoignage de ses parents déclarant qu'ils n'avaient jamais été témoins d'un comportement inapproprié entre Miles et Brooklyn, que leur fils avait mentionné avoir renoué avec une vieille amie, mais rien qui ne suggère un intérêt romantique. Lire leur version de la réalité a fait trembler mes mains d'une rage si intense que j'ai dû poser les pages et m'éloigner avant de pouvoir finir. Ils me manipulaient psychologiquement à travers des documents juridiques, tentant de me faire douter de mes propres perceptions et réactions, suggérant que j'étais soit délirante, soit vindicative dans mon interprétation d'événements qui avaient été d'une clarté cristalline dans leur cruauté. Le fait que Miles soit prêt à signer son nom sur ce récit, à affirmer officiellement que l'offre de Brooklyn avait été compatissante plutôt que calculée, m'en a dit plus sur son caractère que 14 ans de mariage ne l'avaient jamais fait. J'ai appelé Patricia et elle m'a calmé de la rage qui tourbillonnait dans ma poitrine. Elle a expliqué que c'était en fait utile pour notre cas, que leur décision de s'appuyer sur la manipulation psychologique plutôt que sur des preuves était une erreur stratégique. Nous avions des messages textes prouvant que Miles et Brooklyn planifiaient leur avenir ensemble depuis des mois. Nous avions la photographie de Carmen montrant une intimité physique entre eux. Nous avions la propre publication de Brooklyn sur les réseaux sociaux suggérant qu'elle se voyait comme la partenaire légitime que Miles méritait. L'avocat de Miles avait apparemment sous-estimé à la fois la documentation que j'avais rassemblée et la capacité du juge à voir à travers une manipulation évidente. Lundi a apporté un développement inattendu. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu en fin d'après-midi, et j'ai répondu avec hésitation, m'attendant à moitié à une autre tentative de la famille ou des amis de Miles pour me joindre. Au lieu de cela, la femme à l'autre bout du fil s'est identifiée comme étant Vanessa Hartley, expliquant qu'elle avait été la colocataire de Brooklyn à l'université et était restée amie avec elle jusqu'à il y a environ 2 ans. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de la situation par des relations mutuelles, que la nouvelle du divorce et de l'ordonnance de protection s'était répandue dans leur cercle social élargi, et qu'elle devait me dire quelque chose d'important sur l'histoire de Brooklyn. Vanessa a expliqué que ce que Brooklyn m'avait fait n'était pas un laps de jugement ponctuel, mais faisait partie d'un schéma qu'elle avait observé au fil des ans d'amitié. À l'université, Brooklyn avait ciblé le petit ami d'une amie en se liant d'abord d'amitié avec la petite amie, gagnant sa confiance et apprenant des détails intimes sur leur relation. Ensuite, Brooklyn avait systématiquement sapé cette relation tout en se positionnant comme l'ami de soutien qui comprenait vraiment ce dont le petit ami avait besoin. La manipulation avait été si subtile qu'au moment où la petite amie a réalisé ce qui se passait, son petit ami l'avait déjà quitté pour Brooklyn. Cette relation a duré exactement 3 mois avant que Brooklyn ne s'ennuie et ne passe à quelqu'un d'autre, laissant la destruction dans son sillage sans remords apparent. Vanessa a dit qu'elle avait mis fin à leur amitié à cause de cet incident, dégoûtée par la cruauté calculée de Brooklyn et son incapacité totale à assumer la responsabilité du mal qu'elle causait. Mais elle avait observé de loin Brooklyn répéter des variations de ce schéma au cours des années suivantes. Ciblant toujours les hommes dans des relations établies. Se présentant toujours comme offrant quelque chose que leur partenaire actuel ne pouvait pas fournir. Présentant toujours son ingérence comme étant en quelque sorte noble ou compatissante plutôt que prédatrice. J'ai écouté le récit de Vanessa avec une reconnaissance croissante de la perfection avec laquelle il décrivait ce que Brooklyn m'avait fait. L'invitation à dîner que Miles avait présentée comme mature et confiante avait en fait été le premier coup de Brooklyn. Sa façon d'évaluer les vulnérabilités de notre mariage qu'elle pourrait exploiter plus tard. Sa proposition de donner un bébé à Miles n'avait pas été une cruauté spontanée, mais une stratégie calculée conçue pour se positionner comme la solution au problème qu'elle avait aidé à créer en encourageant l'insatisfaction de Miles à l'égard de notre vie sans enfant. Vanessa a proposé de fournir une déclaration écrite sur le schéma de comportement de Brooklyn ou même de témoigner en personne si cela pouvait aider mon cas. Je l'ai immédiatement mise en contact avec Patricia, sachant qu'avoir un témoin qui pourrait parler de l'histoire de Brooklyn dévasterait tout argument selon lequel sa proposition au dîner avait été innocente ou bien intentionnée. Ce n'était pas une générosité mal comprise. C'était une manipulation pratiquée par quelqu'un qui avait affiné sa technique au fil des ans en ciblant des relations vulnérables. La nuit précédant l'audience, le sommeil était impossible.
J'ai arpenté ma maison à 3 heures du matin, incapable de calmer mon esprit pour dormir. L'audience était prévue à 9 heures, dans seulement 6 heures, et mes pensées tournaient en boucle sur tout ce qui pourrait mal tourner. Toutes les manières possibles dont l'avocat de Miles pourrait déformer le récit ou me faire paraître déraisonnable. J'ai touché les murs en me déplaçant dans des pièces qui contenaient 14 ans de souvenirs, certains beaux et d'autres douloureux. Tous appartenant maintenant à une version de ma vie qui se terminait, que je sois prête ou non. Je me suis tenu dans la cuisine où Brooklyn avait fait sa proposition et j'ai essayé de me souvenir exactement de ce que j'avais ressenti à ce moment-là, d'essayer de m'accrocher à la clarté de la rage et de la trahison qui avait motivé chaque décision depuis. J'avais besoin de cette clarté demain, lorsque je ferais face à Miles de l'autre côté d'une salle d'audience, lorsque son avocat essaierait de me faire douter de mes propres perceptions et réactions. J'ai fait du thé que je n'ai pas bu et j'ai regardé le ciel s'éclaircir progressivement par la fenêtre. Et au moment où mon réveil a sonné à 6 heures, j'étais éveillé depuis si longtemps que le son semblait presque sans importance. Je me suis habillé du même tailleur bleu marine que j'avais porté au bureau de Patricia. Une armure qui me donnait l'air calme et professionnel, même si mes mains tremblaient en attachant les boutons. Je suis arrivé au palais de justice 40 minutes en avance et je suis resté assise dans ma voiture à répéter le témoignage que j'avais pratiqué avec le docteur Winters, me rappelant de respirer régulièrement et de maintenir mon sang-froid, quelles que soient les questions posées ou les versions de la réalité présentée. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, ressemblant plus à une salle de conférence qu'aux espaces dramatiques que j'avais vus dans les émissions de télévision et les films. Il n'y avait pas de banc des jurés, pas de grand pupitre de juge, juste une salle d'audience pratique avec un éclairage fluorescent qui donnait à tout un aspect légèrement délavé et institutionnel. Miles était déjà là quand Patricia et moi sommes entrés, assis de l'autre côté avec son avocat, un homme nommé Richard Brennan, qui avait la réputation de tactiques agressives dans les affaires de droit de la famille. Miles avait l'air terrible. Son costume était froissé, son visage hagard avec des cernes sous les yeux qui suggéraient qu'il avait aussi mal dormi que moi. Lorsque nos regards se sont croisés à travers la pièce, il a rapidement détourné les yeux, et j'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de tristesse en le voyant réduit à cet état. Une partie de moi avait aimé cet homme pendant 14 ans. Cette partie existait encore quelque part en moi, pleurant la perte, même si le reste de moi restait concentré sur la victoire de la bataille dans laquelle il nous avait forcés. La juge Morrison est entrée et nous nous sommes tous levés, la formalité du geste semblant étrangement théâtral étant donné la nature intime de ce que nous étions sur le point de discuter. C'était une femme dans la soixantaine avec des cheveux gris acier tirés en un chignon pratique et une expression qui suggérait qu'elle avait présidé d'innombrables variations de dysfonctionnement conjugal et était complètement impassible face à la plupart d'entre elles. Elle a examiné les requêtes en silence pendant plusieurs minutes pendant que nous attendions. Le seul son dans la pièce était le bruissement silencieux des papiers et le bourdonnement du système de ventilation. Patricia a présenté notre cas en premier, construisant le récit méthodiquement depuis la reconnexion initiale de Miles et Brooklyn jusqu'au dîner qui avait mis fin à notre mariage. Elle a soumis les messages textes entre eux comme preuve, lisant à voix haute des extraits choisis qui rendaient la liaison émotionnelle indéniable. J'ai regardé le visage de Miles s'écarquiller progressivement alors que ses conversations privées étaient exposées dans une procédure judiciaire, sa version soigneusement construite d'une amitié innocente s'effondrant sous le poids de ses propres mots écrits. Lorsque Patricia m'a appelé à témoigner, je me suis dirigé vers la barre des témoins avec mon récit préparé clair dans mon esprit. J'ai décrit le dîner avec des détails soignés, expliquant comment Brooklyn avait fait sa proposition avec une cruauté calculée, comment Miles n'avait pas réussi à me défendre ou à mettre fin immédiatement à l'offre grotesque. J'ai parlé de mes antécédents médicaux avec l'endométriose, des traitements et des chirurgies, et du deuil que nous étions censés avoir partagé sur notre absence d'enfant. J'ai expliqué à quel point il avait été dévastateur d'apprendre que Miles avait discuté de cette douleur privée avec Brooklyn, l'utilisant comme justification pour poursuivre une relation avec elle dans mon dos. Ma voix est restée stable tout au long du témoignage, et j'ai vu l'expression de la juge Morrison passer d'une évaluation neutre à quelque chose qui ressemblait à de la sympathie alors que je décrivais ce qui s'était passé à cette table. Lorsque Patricia m'a demandé comment j'avais réagi à la proposition de Brooklyn, j'ai expliqué que j'avais dit à Miles de suivre son cœur, que j'avais choisi le calme plutôt que la confrontation parce que perdre le contrôle leur aurait donné exactement la réaction qu'ils voulaient. La juge a pris une note sur son bloc-notes, et je savais que ce détail avait atterri comme Patricia l'avait prévu, démontrant que mon sang-froid avait été stratégique plutôt qu'indicatif d'acceptation. L'avocat de Miles m'a contre-interrogé avec des questions conçues pour me peindre comme vindicative et surréactive. Mais Patricia m'avait bien préparé à chaque ligne d'attaque.
Lorsque Brennan a suggéré que j'avais mal interprété l'offre de Brooklyn comme étant malveillante alors qu'elle était en fait compatissante, j'ai calmement fait remarquer qu'offrir de porter l'enfant du mari d'une autre femme n'était pas de la compassion selon une définition raisonnable. Lorsqu'il a laissé entendre que j'utilisais l'ordonnance de protection comme une arme tactique dans les procédures de divorce, j'ai expliqué qu'une femme qui venait d'être humiliée à propos de son infertilité dans sa propre maison avait tout à fait le droit de se protéger de tout contact ultérieur avec les personnes qui avaient infligé ce préjudice. Puis Miles a pris la barre et j'ai regardé son avocat tenter de sauver un récit qui s'effondrait déjà. Miles a témoigné que l'offre de Brooklyn avait été inappropriée mais pas malveillante, qu'il avait été réduit au silence par le choc plutôt que complice de mon humiliation. Il a affirmé que les messages textes avaient été sortis de leur contexte, qu'il avait exprimé ses frustrations à une vieille amie, mais n'avait jamais sérieusement envisagé de me quitter pour elle. Sa voix portait une note d'innocence blessée qui aurait pu être convaincante sans les preuves documentées contredisant presque tout ce qu'il disait. La juge Morrison lui a demandé directement pourquoi il n'avait pas immédiatement mis fin à la proposition de Brooklyn au dîner. Miles a bafouillé une réponse sur le fait d'avoir été pris au dépourvu et de ne pas vouloir faire de scène, son explication sonnant faible même à mes oreilles. La juge a ensuite demandé pourquoi il avait rencontré Brooklyn secrètement pendant des mois si leur amitié était aussi innocente qu'il le prétendait. Miles a dit qu'il n'avait pas considéré cela comme secret, juste privé, parce qu'il savait que j'étais mal à l'aise avec ses relations passées. La contradiction était évidente. Si l'amitié était innocente, pourquoi mon malaise nécessiterait-il la confidentialité plutôt que la transparence? Son témoignage s'est encore détérioré sous un interrogatoire continu, les contradictions s'accumulant alors qu'il essayait de maintenir une apparence d'innocence, tandis que les preuves montraient des schémas clairs de comportement de liaison émotionnelle. Je l'ai regardé lutter et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas de la satisfaction ou de la justification, mais un sentiment creux de gâchis. Cet homme avec qui j'avais passé 14 ans était prêt à mentir sous serment plutôt que d'assumer la responsabilité de ses choix. Et cette réalité semblait pire que la trahison elle-même. Pendant une suspension d'audience, alors que Patricia examinait ses notes et que Miles conférait avec son avocat à voix basse et urgente, Brooklyn a commis l'erreur catastrophique de se présenter. Je l'ai vu entrer dans la galerie par les portes de la salle d'audience, portant une robe qui semblait délibérément provocante pour une procédure judiciaire et une expression de droiture défiante qui suggérait qu'elle se croyait l'héroïne plutôt que la méchante de cette histoire. Le tribunal a repris et nous étions à mi-chemin d'un témoignage supplémentaire lorsque Brooklyn n'a apparemment plus pu se contenir. Elle s'est levée dans la galerie et a commencé à crier sur la façon dont je punissais Miles de vouloir une famille. Comment j'utilisais mon infertilité comme une arme pour jouer la victime. Comment elle n'avait fait qu'essayer de nous aider à trouver une solution à nos problèmes. Sa voix montait à chaque accusation. Son visage s'empourprait d'indignation, ce qui suggérait qu'elle croyait sincèrement à son propre récit. Le marteau de la juge Morrison est tombé avec un bruit sec qui a instantanément réduit la salle d'audience au silence. La voix de la juge Morrison a percé la tirade de Brooklyn avec l'autorité de quelqu'un qui avait passé des décennies à gérer les perturbations de salle d'audience et avait épuisé toute patience pour les éclats dramatiques. Elle a dit à Brooklyn, dans un langage qui ne laissait aucune place à l'interprétation, que cette audience ne portait pas sur la planification familiale ou les droits reproductifs ou l'une des autres justifications que Brooklyn tentait de construire. Il s'agissait de respect et de cruauté et d'un homme qui avait permis que sa femme soit publiquement humiliée dans sa propre maison par quelqu'un avec qui il menait une liaison émotionnelle depuis des mois. Le visage de Brooklyn est passé de la droiture indignée au choc alors que la juge Morrison continuait de parler. La juge a étendu l'ordonnance de protection pour inclure Brooklyn elle-même, lui interdisant de contacter ni moi ni Miles pendant au moins 6 mois. Brooklyn a commencé à protester et 2 huissiers se sont dirigés vers sa position dans la galerie avec des expressions qui suggéraient qu'ils ne toléraient aucune autre perturbation. Elle a été escortée hors de la salle d'audience, essayant toujours de s'expliquer, sa voix s'estompant alors que les portes se refermaient derrière elle. J'ai regardé Miles fermer les yeux alors que Brooklyn était expulsée. Et dans ce geste, j'ai vu tout le poids de son erreur s'abattre enfin sur lui. Le manque catastrophique de conscience de soi de son ex-petite amie venait de détruire toute sympathie restante qu'un juge aurait pu avoir pour sa position. Patricia a croisé mon regard et a esquissé le plus petit des sourires, une brève reconnaissance que nous venions de voir l'opposition démolir son propre cas plus efficacement que n'importe quel argument que nous aurions pu avancer. La juge Morrison a pris une brève pause pour examiner les preuves une dernière fois avant de rendre sa décision. Je me suis assise dans le couloir avec Patricia, aucune de nous ne parlant, toutes deux comprenant que l'issue n'était plus en doute. 20 minutes plus tard, nous avons été rappelés dans la salle d'audience,
et la juge Morrison a rendu sa décision avec une efficacité qui suggérait qu'elle ne voyait aucune raison de prolonger les débats lorsque les preuves étaient aussi claires. Elle a prolongé l'ordonnance de protection de 6 mois. Elle m'a accordé l'usage exclusif du domicile conjugal sur la base de la documentation prouvant qu'il avait été acheté principalement avec mon héritage et amélioré avec mes revenus. Elle a prononcé une division préliminaire des biens qui me favorisait fortement, reconnaissant mes contributions financières et le schéma de tromperie dans lequel Miles s'était engagé en construisant sa relation avec Brooklyn. Depuis son banc, elle a déclaré que bien que les liaisons émotionnelles ne soient pas légalement équivalentes à l'adultère physique dans notre État, les preuves montraient un schéma soutenu de tromperie et de manque de respect qui avait créé un environnement émotionnellement dangereux justifiant l'ordonnance de protection. La juge Morrison a noté spécifiquement que ma décision de répondre calmement au dîner plutôt qu'avec violence ou effondrement émotionnel démontrait de la retenue plutôt que de l'acceptation. Elle a dit, mes actions légales ultérieures étaient une autoprotection appropriée plutôt qu'une surréaction vindicative, une caractérisation qui validait tout ce que j'avais essayé d'articuler depuis ce vendredi soir. L'avocat de Miles a tenté de s'opposer, mais la juge l'a interrompu, disant que les preuves parlaient avec une clarté suffisante pour qu'elle n'ait aucun intérêt à relitiguer les normes de base de la décence humaine dans le mariage. En sortant de cette salle d'audience, je me sentais physiquement plus légère, comme si un poids que j'avais porté pendant des mois avait enfin été retiré de mes épaules. Non pas parce que j'avais gagné dans un sens compétitif mesquin, mais parce qu'un tiers neutre avait examiné toutes les preuves et confirmé que je n'étais ni folle, ni hypersensible, ni vindicative. J'avais été véritablement trahi. J'avais réagi de manière appropriée, et le système juridique reconnaissait cette vérité fondamentale. Les mois qui ont suivi ont été consommés par des négociations de règlement que l'avocat de Miles n'arrêtait pas d'essayer de rouvrir malgré l'absence de levier pour justifier de meilleures conditions. Patricia avait monté un dossier en béton, et chaque preuve que nous avions soumise était documentée et vérifiable de manière indépendante. Miles a fait plusieurs tentatives pour me joindre par des intermédiaires, envoyant des messages par des amis et des membres de la famille commun, écrivant des lettres qui arrivaient au bureau de Patricia exprimant des regrets et demandant des occasions de s'expliquer. Les lettres suivaient toutes des schémas similaires. Miles affirmait qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser, que Brooklyn l'avait manipulé pour lui faire croire que leur connexion était quelque chose de plus important qu'elle ne l'était réellement, qu'il réalisait maintenant qu'il avait commis des erreurs de jugement catastrophiques. Mais les messages textes que nous avions soumis comme preuve racontaient une autre histoire. Ces conversations avec Brooklyn avaient commencé des mois avant le dîner et avaient progressé systématiquement de la réminiscence nostalgique à l'intérêt romantique, jusqu'à la planification explicite d'un avenir ensemble. Qu'il ait finalement eu l'intention d'agir sur ces plans ou non est devenu sans importance une fois qu'il a échoué à me défendre lorsque Brooklyn a utilisé notre douleur privée comme une arme et une humiliation publique. Le règlement final est intervenu 4 mois après le dépôt initial. J'ai conservé la maison, la majorité de nos biens communs sur la base de la preuve documentée de mes contributions financières, et quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel bien matériel. J'ai gardé ma dignité et mon estime de soi intacte, refusant d'être diminué par la trahison ou vaincu par le processus de me sortir d'un mariage devenu toxique. Miles est parti avec ses effets personnels, ses regrets croissants et une atteinte à sa réputation qu'il a suivie dans nos cercles professionnels et sociaux communs d'une manière qui lui a probablement coûté plus que n'importe quel règlement financier. J'ai entendu par des connaissances communes que Miles et Brooklyn ont tenté de poursuivre la relation qu'ils avaient planifiée pendant ces mois de réunions secrètes et d'échanges de messages textes. La réalité de leur connexion n'a apparemment pas pu soutenir le fantasme qu'ils avaient construit tant qu'il restait interdit et hypothétique. Leur relation a duré environ 6 semaines après la finalisation du divorce avant de s'effondrer sous le poids de problèmes de compatibilité réels et d'attentes non satisfaites, prouvant que ce qu'ils avaient partagé était un engouement plutôt que la connexion profonde que Brooklyn avait présentée lors de sa proposition à table. Après le divorce, j'ai concentré mon énergie sur la reconstruction de relations qui s'étaient atrophiées pendant la lente détérioration de mon mariage. Carmen et moi avons passé du temps ensemble comme nous n'avions pas réussi à le faire depuis avant mon mariage. Et elle m'a dit honnêtement qu'elle m'avait vu me rétrécir au fil des ans avec Miles. J'étais devenue progressivement plus silencieuse et plus accommodante, perdant des parties de ma personnalité et de mes intérêts pour maintenir la paix dans une relation qui n'était jamais vraiment paisible, juste de plus en plus silencieuse alors que nous cessions de communiquer sur tout ce qui comptait. Mon amie d'université, Rachel, a organisé un dîner avec notre ancien groupe d'amis. Des femmes dont je m'étais progressivement éloigné alors que je consacrais plus d'énergie à mon mariage et moins à des amitiés qui avaient été autrefois au centre de mon identité. Elles m'ont accueilli de nouveau sans jugement ni questions approfondies sur ce qui s'était passé.
acceptant mon retour dans leur cercle comme naturel plutôt que de me traiter comme quelqu'un de blessé qui avait besoin d'être traité avec soin. Nous avons parlé du divorce mais aussi de carrière, de projets de voyage et de projets créatifs, et j'ai réalisé à quel point je m'étais isolé en faisant de mon mariage le principe organisateur central de toute ma vie. Ma relation avec la famille de Miles est restée compliquée d'une manière que j'ai choisi de ne pas résoudre. Diane a envoyé une carte plusieurs mois après la finalisation du divorce, s'excusant de sa réaction initiale et exprimant l'espoir que je pourrais éventuellement pardonner à Miles même si la réconciliation était impossible. J'ai répondu en la remerciant pour ses excuses, mais en expliquant clairement que le pardon de ma part ne créait aucune obligation de contact continu. Je souhaitais à Miles de bien reconstruire sa vie, mais n'avais aucun intérêt à maintenir des relations avec les membres de sa famille à l'avenir. Le récit public de Brooklyn s'est effondré de manière spectaculaire, ce que j'ai observé de loin sans implication directe. Le témoignage de Vanessa sur le schéma historique de Brooklyn de cibler des hommes dans des relations établies avait été soumis dans le cadre de nos procédures judiciaires. Et d'une manière ou d'une autre, des extraits de ce témoignage ont commencé à circuler dans notre réseau social élargi. Les gens qui avaient initialement ressenti de la sympathie pour les publications de Brooklyn sur les réseaux sociaux sur le fait de suivre son cœur et la connexion authentique ont commencé à se demander si elle n'avait pas délibérément orchestré la destruction de mon mariage plutôt que de tomber dans une situation malheureuse. Plusieurs connaissances mutuelles m'ont contacté pour me dire qu'elles s'étaient éloignées de Brooklyn après avoir appris le contexte complet de ce qui s'était passé à ce dîner. Brooklyn a publié une longue explication défensive, affirmant qu'elle n'avait fait qu'essayer d'aider Miles à accéder à la vie de famille qu'il méritait. Mais la section des commentaires est devenue hostile alors que les gens soulignaient qu'offrir de porter l'enfant du mari d'une autre femme représentait un sabotage plutôt qu'une aide. Elle a finalement supprimé tous ses comptes de médias sociaux après que quelqu'un ait créé un fil de discussion détaillé documentant son histoire de poursuite d'hommes indisponibles. Et j'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans une autre ville pour échapper aux conséquences sociales de ses choix. Je n'ai ressenti aucune satisfaction particulière en assistant à la destruction sociale de Brooklyn, seulement une sombre reconnaissance que les actions finissent par générer des conséquences, et qu'elle subissait enfin les résultats naturels d'un comportement qu'elle avait apparemment adopté pendant des années sans faire face à une responsabilité significative. Maintenant, je suis assise dans ma maison, vraiment et complètement mienne dans tous les sens qui comptent. Et le silence qui remplit ces pièces semble paisible plutôt que solitaire. J'ai redécoré lentement et délibérément, remplaçant les meubles qui portaient trop de souvenirs de Miles, peignant les murs dans des couleurs que j'ai choisies sans compromis ni considération des préférences de quelqu'un d'autre. La chambre où j'ai autrefois pleuré à cause des traitements de fertilité a été transformée en un sanctuaire personnel décoré dans des tons qui apaisent plutôt que de rappeler. La salle à manger où Brooklyn a fait sa proposition empoisonnée a été complètement réimaginée. Nouvelle table, chaises retapissées, éclairage différent qui change toute l'atmosphère de l'espace. Je l'ai récupéré de ce souvenir et maintenant j'organise des dîners qui semblent joyeux plutôt que performatifs. Des repas où le rire vient facilement et la conversation coule naturellement entre des personnes qui se soucient sincèrement les unes des autres. Parfois, je pense à ce dîner avec quelque chose qui approche de la gratitude, aussi étrange que cela puisse paraître. Brooklyn pensait qu'elle offrait à Miles quelque chose que je ne pouvais pas fournir. Mais ce qu'elle m'a réellement donné, c'est une clarté parfaite sur qui j'avais épousé et ce qu'il était prêt à tolérer. Miles pensait que ma réponse calme signifiait acceptation et permission, mais c'était en fait une déclaration de guerre qu'il n'a pas réussi à reconnaître avant d'avoir déjà tout perdu de ce qui comptait. L'élément le plus doux de ma victoire n'était pas le règlement financier ou la conservation de la maison, bien que les deux aient apporté de la satisfaction. C'était de voir Miles réaliser trop tard qu'il avait échangé 14 ans de partenariat authentique avec quelqu'un qu'il aimait contre un fantasme qui s'est effondré immédiatement au contact de la réalité. J'ai appris que suivre son cœur reste un excellent conseil, mais seulement lorsque votre cœur maintient une connexion avec un cerveau fonctionnel. Miles a suivi son cœur droit vers le désastre. J'ai suivi le mien vers la liberté, mais seulement après m'être assuré qu'il réfléchissait clairement aux conséquences et aux implications à long terme. Cette distinction m'a transformé de victime potentielle en quelqu'un qui est sorti de la trahison plus fort et plus certain de ce que je mérite et accepterai dans les relations à l'avenir. Si cette histoire de justice stratégique et de pouvoir reconquis vous a tenu en haleine, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsque Leia a calmement dit à Miles de suivre son cœur à cette table, sachant qu'elle avait déjà déclaré la guerre. Quel a été votre moment préféré dans cette histoire de vengeance? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Envie de plus d'histoires de trahison, de vengeance et de douce justice? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire puissante comme celle-ci.